3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9. Premier vol de fusée habité partant des USA depuis 9 ans. Votre réaction ? C'est magnifique. C'est magnifique. 27 000 kilomètres à l'heure. C'est une réalisation extraordinaire, humaine. Une nouvelle ère. Une nouvelle ère. Et d'ailleurs, cette fusée a été lancée depuis la station Kennedy. Donc ça rappelle Kennedy, le grand discours de Kennedy. C'est-à-dire qu'une nation qui a la capacité de se fixer un objectif, comme il l'avait fait en 62, notre nouvelle frontière, le nouveau destin. Nous irons sur la Lune avant la fin des années 60 avec l'opération Apollo. Et ils ont réussi à le faire. Là, c'est une suite. Parce que ce qu'on vient de voir a été lancé il y a plus de 10 ans. Donc il y a une espèce de contraste entre ce virus qui détruit la planète, ce petit virus qui met tout à l'arrêt, et cette formidable intelligence humaine qui arrive à réaliser des choses comme celle-ci, c'est-à-dire de construire une station sur... Et contraste avec ce qui se passe également dans le pays au même moment. Oui, bien sûr, avec les émeutes liées à un soulèvement de la question raciale américaine qui n'est toujours pas réglée. C'est-à-dire qu'on peut être à la fois une grande puissance, avoir des ambitions sur la planète, et au-delà, avec l'espace lunaire, et en même temps ne pas avoir la capacité de régler des problèmes qui remontent là aussi à toute l'origine de l'histoire des États-Unis d'Amérique. Ségolène Royal, des nouvelles ères, des décollages, des atterrissages parfois en catastrophe et toujours des envies de nouveaux départs. Eh bien, Ségolène Royal, ça vous rassemble aussi. La politique, c'est votre vie, votre moteur, et selon la formule consacrée d'ailleurs, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il vous en coûte. Démocratie participative, écologie, autorité, résilience. Vous entendez souvent les rouages qui travaillent la société, parfois en avance. Mais la question aussi se pose, en politique pour gagner, faut-il avoir raison avant tout le monde ? Une nouvelle période commence pour notre pays. Après des semaines de confinement, l'épidémie recule, mais la crise avance. La France passe d'une urgence à l'autre, et cette fois, elle est économique, sociale, écologique et donc politique. Vous allez nous dire ce matin comment la France peut-elle repartir dans un grand rendez-vous qui reprend son fonctionnement normal. C'est donc avec plaisir que je salue donc Cécile Cornudet des Échos et aussi Damien Fleureau de CNews qui lance cette émission. Oui, Ségolène Royal, bonjour. Bonjour. La liberté redevient la règle, c'est ce qu'a dit le Premier ministre lors de la présentation de la deuxième phase, la deuxième étape du déconfinement. Les Parisiens, les Français globalement, de nouveau, peuvent se mettre au vert, en particulier dans les parcs et les jardins. On va écouter ces réactions. Qui devrait arriver dans quelques instants. C'était les Français, les Parisiens donc, qui réagissaient donc, effectivement à l'ouverture des parcs et jardins. On va vous poser en fait la question tout simplement. On a vu effectivement que tout simplement les Français ont bien jugé le plan de déconfinement présenté par le Premier ministre. Est-ce que c'est également votre avis ? On est tous contents de ce déconfinement. On retrouve la liberté, on retrouve la nature, on retrouve, pour ceux qui ne l'avaient pas pendant ce confinement, on retrouve l'espace et surtout on retrouve l'activité économique. Mais on ne sait pas encore quelle est l'ampleur des dégâts. Donc là, on profite des beaux jours, mais je crois qu'il faut rester très concentré sur ce qui va se passer. Vous savez, on a subi un tsunami. Ce n'est pas anodin. Ce que nous avons subi, ce confinement n'est pas anodin. C'est même une solution moyenâgeuse quand on y pense. C'est-à-dire que face à ce petit virus, la seule solution, faute d'équipement et faute d'anticipation, la France n'avait pas le choix. a été de s'enfermer. Donc ça, il ne faut pas que ça se reproduise. Et ça, il ne faut pas l'oublier trop vite. Vous voyez, le risque, c'est que l'on oublie tout cela, que l'on passe à autre chose, que l'on se concentre sur l'essentiel, et c'est l'essentiel, la relance économique, la lutte contre le chômage, et qu'on oublie ce qui vient de se passer, parce que ça risque de recommencer. Il y a une destruction de l'équilibre planétaire, donc il y a des virus qui circulent maintenant à cause de la mondialisation effrénée à l'échelle de la planète, donc ça risque de recommencer. Et si ça recommence, le confinement n'est impérativement pas la solution. Parce que la situation économique ne s'en relèverait pas. Déjà là, ça va être très difficile. Donc il faut apprendre à vivre avec ce virus, comme l'a dit d'ailleurs Édouard Philippe. Il faut que les économies, les sociétés apprennent à vivre avec des virus qui vont arriver, c'est cela ? C'est pas apprendre à vivre, c'est anticiper. C'est-à-dire tirer les leçons de ce qui vient de se passer, des failles, des erreurs, du manque d'anticipation, du manque d'équipement, pour que si ça recommence, nous soyons prêts. Et ça, on sait comment on peut être prêt. Et être prêt, c'est
absolument, comme je viens de le dire, faire en sorte que nous ne soyons pas obligés de passer par le confinement. C'est candidat. Notre capacité en test aujourd'hui ferait qu'on serait prêt à affronter une deuxième vague sans reconfiner ? Non, actuellement, nous ne sommes pas prêts. Tous les médecins le disent. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les chantiers devant nous qu'il ne faut pas oublier? C'est la reconstruction de la capacité hospitalière en termes de lits. Nous sommes passés à 5 000 lits au départ. Nous sommes partis de 5 000 lits au début de la pandémie. Il faut que nous ayons 25 000 lits dès maintenant. Les équipements en protection des personnels soignants, les équipements en protection de la population, les tests aussi en nombre suffisant pour que dès qu'une nouvelle maladie... Et puis la coopération internationale, c'est-à-dire le refus du mensonge international aussi. Donc dès qu'un nouveau virus va surgir, il faut que nous soyons prêts. Et si nous sommes prêts, il n'y a pas de confinement nécessaire. Et d'ailleurs, si nous avions eu tous ces équipements, il n'y aurait pas eu de confinement, c'est-à-dire il n'y aurait pas eu tous ces dégâts psychologiques, humains, et économique. Daniel Fleureau. Oui, Ségolène Royal, on a l'impression que ça se passe plutôt bien, cette reprise dans le secteur du commerce notamment, mais que c'est plus compliqué pour l'école, avec des établissements qui font un peu comme ils le souhaitent, avec des chefs d'établissement, des professeurs qui sont parfois pas toujours au rendez-vous, alors que Jean-Michel Blanquer semblait dire toutes les écoles vont rouvrir. Est-ce que cette phase est bien gérée ? D'abord, sur la première partie de votre affirmation, si vous le permettez, non, ça ne se passe pas bien dans les commerces. C'est très difficile. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont en dépôt de bilan. Il y a quelques signaux verts tout de même sur la reprise. Il y a quand même beaucoup de dépôts de bilan. Il y a une sorte de consommation, de rattrapage qui est en train de se... Les Français ont pris l'habitude de consommer de façon dématérialisée. Les centres des villes, hors le commerce, les hôtels, les bars, c'est ce qui fait la vie dans les centres de villes et de communes. Donc c'est très important qu'ils soient aidés à redémarrer le plus rapidement possible. Et donc pour les écoles ? Pour les écoles, c'est un problème, à mon avis, essentiel. C'est-à-dire que nous avons là à faire face, et là aussi ça va se révéler dans les mois qui viennent, à des enfants qui ont été privés de l'école pendant 6 mois, si l'on attend le mois de septembre. Donc décrocher de l'école pendant 6 mois, je mets de côté, ou tant mieux, disons, pour ceux dont les parents ont pu s'occuper, que les enseignants ont pu suivre à distance, mais il y a là une fracture éducative profonde qui n'est pas encore visible et qu'il faut vraiment prendre à bras-le-corps, sinon les réveils seront très douloureux. Et je pense que se pose le problème de l'accompagnement éducatif des enfants cet été. Je me souviens, lorsque j'étais ministre de l'Éducation, qu'il y avait, je crois que ça existe encore d'ailleurs, dans les quartiers des zones d'éducation prioritaire, les collèges qui restaient ouverts tout l'été. Non pas avec les enseignants traditionnels, mais avec des animateurs sportifs, des animateurs éducatifs, des animateurs culturels, du soutien scolaire, des jeunes étudiants qui venaient travailler. Et comme beaucoup de jeunes aujourd'hui vont être en grave difficulté économique, et c'est un autre sujet majeur de déstructuration, de risque de déstructuration de la société française, ce chantier des jeunes qui arrivent là diplômés, qui n'ont pas leur stage, qui n'ont pas leur insertion dans le travail, qui n'ont pas leurs apprentissages, qui cet été ne vont pas avoir les petits métiers d'été pour pouvoir compléter les bourses. Et donc, il y a sans doute un grand chantier de mobilisation de ces jeunes, en les payant, sous forme d'emploi tremplin, par exemple, pour qu'ils encadrent les collégiens, les lycéens, les élèves du primaire, qui ne vont pas partir en vacances et qui vont être près de chez eux. Car il y a une autre inquiétude, c'est que plus d'un Français sur 2, pas loin de 2 Français sur 3, ne vont pas partir en vacances. Donc, ils vont être à côté de chez eux. Eh bien, donnons-leur l'éducation, la culture, puisqu'il y a tant de détresse dans les milieux culturels, les associations culturelles. Voilà une bonne façon de leur donner du travail et des rémunérations en leur donnant la possibilité d'apporter à la culture à tous ces jeunes qui en ont été privés, qui sont restés scotchés devant la télévision et qui font face à une inégalité culturelle grave. Il n'y a pas quelque chose à faire avec les enseignants. Il y a un enseignant sur 2 qui est retourné devant les élèves parce que c'était sur la base du volontariat. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu être plus contraignant ? Et qu'est-ce que ça dit de ce corps enseignant ? Mais je pense qu'il faut les mobiliser, bien sûr. Mais il faut les mobiliser positivement. C'est une formule, les mobiliser. Il faut leur dire tout simplement d'aller travailler. Mais je pense que les enseignants, ils ont envie de voir leurs élèves. Non, manifestement non. Je pense qu'ils n'ont pas eu les outils.
protocole, Le protocole était. Vous l'avez lu, le protocole? Oui, mais c'était justement. Est-ce que vous avez lu? Alors, parlons du protocole. Est-ce que vous avez discuté avec les maires pour voir ce qu'ils pensaient du protocole? Non, mais les enseignants l'ont poussé. 62 pages de protocole où tout était mélangé. Moi, je vous parle de la transmission pédagogique. À aucun moment, les enseignants. Mais c'était imprévu, c'est pas un reproche. Mais maintenant, par rapport aux leçons qu'il faut tirer de l'épreuve que nous venons, la lourde épreuve que nous venons de traverser, en effet, la formation des enseignants à l'enseignement à distance, l'équipement déjà pédagogique dans beaucoup de familles, il y avait qu'un ordinateur pour le papa, la maman, le grand frère qui fait au lycée, le petit frère qui faisait le collège. Vous connaissez cette administration, regardez, entre, sans le dire, en coulisses, les responsables de l'éducation nationale disent au fond, on a du mal à les mobiliser, les profs, parce qu'ils ne veulent pas revenir. Les enseignants, c'est ce qu'ils disent, c'est ce que beaucoup de parents constatent. Est-ce que vous comprenez ce problème? Est-ce que vous identifiez ce problème comme tel? Je pense que c'est un problème politique, de mobilisation de la communauté éducative. Vous voyez, il faut valoriser cette communauté éducative au lieu de la punir et de lui faire des reproches et de lui envoyer des circulaires de 62 pages. Vous voyez, je vais vous citer une absurdité dans ce questionnaire de 62 pages que m'a raconté un maire, François Rebsamen, le maire de Dijon, qui me dit, j'ai lu la circulaire, il faut 4 mètres carrés autour de chaque élève, y compris lorsque la table de l'élève est contre le mur. Donc la table est contre le mur, il faut 4 mètres carrés. Ensuite, il faut des ronds au sol. Vous voyez des enfants assis au milieu d'un rond. Mais laissez la liberté, vous voyez, laissez l'intelligence collective. Non mais attendez, comme si ces circulaires visaient à se couvrir pénalement. On a l'impression que le gouvernement fait des circulaires pour que les ministres se couvrent pénalement. Laissons l'intelligence des élus locaux, des enseignants, des équipes pédagogiques pour organiser correctement les choses, et les gens seront beaucoup plus sécurisés, parce qu'on a besoin de sécurité. On se retrouve pour parler également de l'intelligence collective, peut-être, aussi à propos de l'hôpital. Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. L'air intérieur des habitations est 5 à 7 fois plus pollué que l'air extérieur. Explications et conseils pour un air intérieur plus sain tout à l'heure avec les purificateurs d'air Dyson. EDF Entreprises, aux côtés des entrepreneurs dans toutes les situations. Ah, stop! Elle se coupe où l'eau déjà? En cas d'urgence, vous pouvez compter sur EDF Entreprises et son assistance dépannage intégral, plomberie, électricité, vitrerie, serrurerie, option gaz. Plus d'infos au 3022, appel gratuit. Devenons l'énergie qui change tout. Service d'assistance garanti par AXA Assistance. EDF est mandataire d'intermédiaire d'assurance d'EDF Assurance, courtier en assurance. Société immatriculée au registre des intermédiaires d'assurance, accessible sur orias.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Leclerc. Pour défendre le budget des Français, Leclerc a toujours répondu présent. Aujourd'hui, Leclerc renforce votre budget avec des offres sur de nombreux produits du quotidien. Et pas n'importe lesquels. Du 26 mai au 6 juin, le paquet de 60 dosettes café Senseo classique de 416 grammes avec 34% de réduction immédiate est à 3,76 € chez Leclerc, soit 9,04 € le kilo. Ça, c'est du budget renforcé. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Voir modalités, magasins et drive participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, bougez plus. Et si on parlait Renault Occasion? Chérie, montre à Martin nos photos de vacances. Alors ça, c'est notre Clio d'occasion, devant la plage de Biarritz. Et là, notre Clio d'occasion dans un village typique plus au sud. Ça a l'air beau ce village, enfin derrière votre Clio. Et là, c'était la soirée tapas derrière notre Clio d'occasion. Ah oui, on peut pas la rater là. Vous allez être fiers de votre occasion. Avec Renault Occasion, bénéficiez de 3 ans d'entretien et de garantie pour 1 € de plus. Voir les conditions de l'offre sur Renault-occasion.fr. On retrouve les coups de pouce Groupama avec Cerise. Après tout ce temps sans bouger, je rêve que d'une chose. Ah oui? À quoi? Nous échapper un peu, prendre la route. Pour ça, il nous faudrait une nouvelle voiture. On peut toujours rêver. Chez Groupama, quel que soit votre projet, profitez du prêt personnel Desirio à un super taux et adaptez votre mensualité à votre situation en choisissant la bonne durée. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Prêt personnel après accord d'Orange Bank et délai de rétractation. Votre assureur est intermédiaire exclusif en opération de banque d'Orange Bank RCS Bobigny. Plus d'infos sur groupama.fr. Intermarché vous propose d'écouter le prix du week-end. Aujourd'hui, les chipolatas et les merguez sont à seulement 5,79 € le kilo. Et oui, il n'y a pas que les enfants qui vont s'amuser dans le jardin. Et c'est jusqu'à dimanche dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Chipolata Origine France, nature aux herbes, merguez transformée en France. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. Dites-moi Chantal, vous savez qu'en ce moment, Akena vous fait bénéficier d'une remise de 50% sur l'option de votre choix. Sur les volets roulants, sur les stores, sur l'éclairage. Vous voyez ce que ça fait, 50%? Enfin, Franck Ferrand, vous prenez pour qui? Je sais encore compter. Le plus dur, c'est de choisir. Akena, la reine des vérandas. Et des pergolas. 10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Cécile Cornudet, Damien Fleureau, Michael Darmon. Et l'on retrouve Ségolène Royal, ancienne ministre, ancienne candidate à l'élection présidentielle, présidente de Désir d'avenir pour la planète. Après des années de conflits sans solution, l'hôpital devient une urgence nationale. Est-ce que le plan Ségur, c'est son nom pour l'hôpital, est à la hauteur de la crise pour vous ? Tout d'abord, comme le disent les médecins hospitaliers, c'est quand même très triste d'avoir eu à subir cette crise pour se rendre compte de l'importance du service public hospitalier. C'est très triste, mais enfin bon, c'est mieux que rien finalement. Il était temps d'une certaine façon, puisque les médecins hospitaliers eux-mêmes disaient qu'ils étaient au bord du basculement, au bord de la bascule, disait-il. On l'a vu d'ailleurs. Et c'est uniquement grâce à leur force d'âme, à leur capacité d'organisation, à leur sens du collectif, à leur engagement nuit et jour, que l'on a pu faire face, que les Français ont pu avoir cette sécurité élémentaire. Ils ont été envoyés au front sans protection, avec l'angoisse de contaminer des malades ou d'être contaminés. Et d'ailleurs, à l'heure où nous parlons, le gouvernement n'a toujours pas rendu public le nombre de soignants qui ont perdu la vie à cause du Covid. Et ça, je pense vraiment, mais vraiment que par respect pour eux, il faut que ça se fasse rapidement. Il y aura un hommage tout de même pour ce personnel soignant, peut-être le 14 juillet. Oui, mais vous voyez, les personnels soignants, ils aiment bien les hommages, mais ils aiment bien aussi qu'on reconnaisse leur sacrifice. Donc, il faut avoir la vérité des chiffres par rapport à cela. Ils veulent aussi que l'on reconnaisse leur métier. Donc, ils attendent une revalorisation du métier de soignant à l'hôpital public. Est-ce qu'ils s'engagent? Est-ce que pour vous, c'est justement maintenant une prise en compte de ce que vous avez mentionné jusqu'à présent, c'est-à-dire de l'importance des carrières, des métiers et de réorganiser? Et de la réorganisation, voilà. Ça se met en place très simple. pour vous? Il y a trois choses. Il y a la rémunération des heures supplémentaires et des primes de risque, qui ont commencé d'ailleurs à être versées, la revalorisation des profils de carrière, parce qu'il y a plusieurs centaines de postes vacants à l'hôpital public, il faut quand même le savoir, dans tous les métiers, que ce soit des aides-soignants, des infirmières, des médecins hospitaliers. Il y a plusieurs centaines de postes vacants à l'hôpital public. Est-ce que c'est acceptable ça? Non, ce n'est pas acceptable. Pourquoi ces postes sont vacants? Parce que les contraintes sont trop lourdes pour des rémunérations trop faibles, puisque nous sommes au 28e rang des pays de l'OCDE, alors que nous sommes la 3e puissance mondiale en termes de production. Vous dites que vous êtes soulagé que le dialogue entre le chef de l'État et les soignants soit renoué. Oui. Mais simplement soulager, renouer, est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin? Est-ce qu'il ne faut pas inciter vraiment les pouvoirs publics à faire autre chose que renouer un dialogue? Je pense que si rien n'est fait, ça se passera très mal, puisque je vois un certain nombre de mouvements qui repartent dans certains hôpitaux. Donc il faut maintenant que la parole soit tenue, puisque le chef de l'État a dit quoi qu'il en coûte. La santé a un prix, mais elle a un coût, mais elle n'a pas de prix. Donc, quoi qu'il en coûte, bien évidemment, dans le respect d'une bonne gestion hospitalière. Et d'ailleurs, les chefs de service hospitaliers qui avaient rendu leur blouse blanche, souvenez-vous, c'était la première fois qu'on voyait ça dans l'histoire de l'hôpital, des médecins jetaient leur blouse blanche, ont fait des propositions pour une meilleure gestion. Et la meilleure gestion dont ils veulent pouvoir avoir la responsabilité au niveau des chefs de service, en particulier, qui est un concept d'ailleurs qui a disparu de la loi en 2009, il n'y a plus le mot service ni le mot chef de service dans la loi. Comme si le service public était un gros mot. Eh bien non, grâce à cette crise, on se rend compte que tout ce qui était dit avant par ce gouvernement, selon lequel, la loi selon laquelle tout ce qui était privé était mieux géré que le public, donc il fallait liquider finalement le service public pour imposer des normes de gestion privée avec des tableaux Excel, des dettes, même parler de la dette de l'hôpital public. Est-ce que ça a un sens de parler de la dette de l'hôpital public? On ne dit pas la dette de l'école, on sait bien que c'est un investissement public qui rapporte ailleurs, puisque des citoyens bien soignés sont des citoyens qui vont être plus efficaces
au travail, par exemple. Donc le bénéfice de cet investissement, il ne rentre pas directement à l'hôpital. Donc ne comptez que sur l'équilibre entre les cotisations, qui sont d'ailleurs essentiellement assises sur le facteur travail, pour dire, ben voilà, il y a de la dépense, et puis la sécurité sociale ne donne que ça, donc il y a un trou, donc on comble le trou. C'est inadmissible. C'est une injure faite au personnel hospitalier. La dépense, elle doit être étatique. C'est la nation tout entière qui prend en charge les dépenses de santé. Et pas que les cotisations essentiellement basées, pas seulement, mais essentiellement sur le travail. Sur les évolutions nouvelles également que cette crise a fait apparaître, Cécile Cornudet. Oui, une petite question sur l'hydroxychloroquine. L'étude du Lancet qui a remis en question le traitement est elle-même fortement contestée, comme si ça redonnait raison au professeur Raoult. Est-ce que vous trouvez que le ministre de la Santé, Olivier Véran, a été trop rapide à interdire ce traitement ? Oui, la preuve, il était trop rapide. Puisqu'il s'est dépêché, comme s'il y avait une espèce de vengeance contre le professeur Raoult, précipitamment, à prendre des décisions comme celle-ci. Et vous voyez, même des gens, même des personnels... quand on se précipite, parce que, comme il y a eu un débat assez tendu entre lui et le professeur Raoult, pouf, dès qu'il a eu une occasion... Mais non, c'est pas un bon fonctionnement d'un responsable de l'État. La preuve, c'est que des professeurs de médecine qui ne sont pas favorables au professeur Raoult ont contesté également l'étude. Vous voyez, donc ce qu'il faut, c'est de la rationalité. Il y a des études médicales, il y a des protocoles médicaux, faisons-les. Et quand il y a des médecins qui ont tous les diplômes pour se faire, comme l'avait le professeur Raoult, qui faisaient pas des expérimentations, mais qui avaient des protocoles de soins à partir d'un médicament qui n'était pas dangereux, ce qui apparaît choquant, c'est la façon très agressive dont il a été traité. Réintégrons-le dans des protocoles d'expérimentation rationalisés, mais n'ayant aucune agressivité à son égard. La preuve. Vous continuez à le soutenir. Alors, non, mais je ne suis pas médecin, je ne le soutiens pas. Je trouve on a remarqué aussi que dans le fonctionnement de l'appareil... les tweets à son égard, vous les remettez ? Non, mais je ne les renie pas du tout, mes tweets. Les tweets sont régulièrement mis à jour. Vous voyez, donc j'ai tweeté, mais il y a plusieurs jours, bien avant les études donc vous continuez à soutenir le professeur Raoult ? Non, je n'ai pas soutenu. Je soutiens, je dénonce la façon dont il a été traité. Et donc j'ai retweeté en effet des soutiens, parce que je considérais qu'à un moment où l'État n'avait même pas la capacité de donner des masques, des blouses, on a distribué quand même des sacs poubelles aux médecins dans les hôpitaux pour qu'ils fassent des surblouses, et des sacs poubelles pour qu'ils protègent leurs pieds. Donc, et absence de masques. Et à ce moment-là, le professeur Raoult, qui avait un protocole qui apparemment donnait des résultats, se fait agresser par le gouvernement qui lui-même n'est pas capable de protéger ses soignants. Mais c'était très choquant. Donc laissons-le développer. Et puis ce sont les médecins, dont je ne suis pas, qui examineront le moment venu le bien fondé de ces soins. Mais s'il s'avère que c'est efficace, c'est quand même très dommage. Phase B du déconfinement, Damien Fleureau. Oui, hier, on a vu une manifestation importante rassemblant plusieurs milliers de personnes devant l'usine Renault de Maubeuge, des suppressions de postes annoncées par la direction de l'entreprise. Est-ce que l'exécutif a anticipé ces conséquences économiques et sociales de cette crise sanitaire ? Voyez, vous venez d'utiliser un mot très important, le mot anticiper. Et on a l'impression que chaque événement manque d'anticipation. Or, gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir et c'est anticiper. Et d'ailleurs, le secteur automobile n'est pas le seul secteur touché. Il y a le secteur, on y reviendra peut-être, du bâtiment, on a vu le secteur du tourisme. Et les solutions... Il y a eu un prêt garanti pour le constructeur, un plan automobile pour la filière. Oui, mais ce n'est pas suffisant. Ce qui choque dans cette façon de faire, c'est la façon dont sont faites les annonces. Comme si... c'est la vieille technique d'un patronat, mais le plus ringard, comme s'il fallait dresser les ouvriers les uns contre les autres. Vous voyez, ça, c'est des choses qu'on ne voit pas dans les pays voisins. Il fallait conditionner les aides. Annoncer que dans telle ville, on va garder telle production, qu'on va déplacer telle production. Gouvernement pour empêcher ça. Mais de la concertation, bon sang. En même temps, il fallait aller vite. De la concertation. Regardez ce qui se passe en Allemagne. Je ne dis pas qu'en Allemagne, c'est tout mieux que tout ce qui se passe en France. Mais il y a de la cogestion. On réunit les gens. On dit, quelle est la donnée du problème ? Comment va-t-on faire pour s'en sortir ? Quelle est la transition industrielle et écologique qu'il faut faire ?
Mais on le sait, on le savait. On le savait qu'il y avait ce problème. Est-ce qu'on a le temps ? On est dans l'urgence des plans sociaux qui se multiplient ? Non, parce que chez Renault, il y a l'instrumentalisation, manifestement, l'instrumentalisation de la crise sanitaire pour procéder à des plans de licenciement qui étaient prévus avant. Et donc, il y a une espèce de précipitation. Ça n'a aucun sens, cette précipitation. Sans savoir où vont être les nouveaux marchés. Quelles vont être les mutations de l'entreprise ? S'il n'y a pas de consommateurs pour acheter les voitures traditionnelles, on va continuer à fabriquer des voitures traditionnelles. Donc la transition automobile, dont on parle quand même depuis 10 ans et qui a mis si longtemps, parce que l'État n'a pas suffisamment contraint les industriels de l'automobile à prendre le tournant du véhicule propre, de la voiture électrique que la France a inventé quand même il y a 20 ans. C'est pas Elon Musk, dont on a vu la fusée tout à l'heure, qui a inventé la Tesla, qui fait une des plus belles voitures électriques. C'est la France qui, a 20 ans, a inventé la voiture électrique. Alors pourquoi est-ce que sous le lobby pétrolier, on n'a pas su entraîner les industries automobiles ? Donc c'est parfois dans la crise. Et dans la crise, il y a à la fois la crise et l'opportunité. Est-ce qu'on aura la capacité de résilience, c'est-à-dire de trouver un nouvel équilibre grâce à la transition écologique et aux véhicules électriques, aux véhicules propres et peut-être à des fabrications connexes à l'industrie automobile, comme les équipements des énergies renouvelables, qui ne sont pas fabriqués en France, mais ailleurs, et qu'on pourrait très bien fabriquer en France pour monter en puissance sur les énergies renouvelables? Oui, on a la capacité de faire ça. Alors, sur la transition écologique, vous avez trouvé la transition. Justement, on se retrouve dans quelques instants. Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Dans ce grand pays que sont les États-Unis se côtoient de longue date le pire et le meilleur. L'Amérique n'avait pas subi pareil choc depuis l'assassinat du président Kennedy. Je suis Olivier Duhamel et je vais vous raconter l'histoire des élections présidentielles américaines. Ça s'appelle Mr. President et c'est le nouveau podcast d'Europe 1 Studio. Vous allez voir, il y a plein de leçons à en tirer pour la démocratie et pour la France. Yes, we can. Vous pouvez déjà vous abonner sur votre plateforme préférée et je vous dis, see you soon. Besoin d'aide pour votre déclaration de revenus ? Les experts comptables vous proposent des consultations gratuites mercredi 3 juin, toute la journée, de 8h à 19h, en appelant le 39 21, 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Retrouvez aussi toutes les nouveautés et les questions les plus posées sur allo-impôt.fr avec Europe 1 et Le Parisien aujourd'hui en France. Burger King est de retour en livraison à domicile et en drive. Et ça, c'est trop bon. Génial le retour de Burger King. Mais l'autre très bonne nouvelle, c'est le retour des courses hippiques. Pour fêter ça, le PMU met en jeu une double tirelire exceptionnelle de 500 000 €. Oui, 500 000 € à gagner le samedi et le dimanche au Quintet Plus. Oh, ça valait le coup de me couper. Rendez-vous en point de vente presse et tabac PMU. PMU, que les meilleurs gagnent. Jouer comporte des risques. Appelez les 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. On retrouve les coups de pouce Groupama avec Cerise. Tu sais quoi ? Il y a un avantage à être resté à la maison si longtemps. Ah oui, lequel ? Se rendre compte qu'on a besoin de l'embellir. Tu sais, avec nos finances, on va pas pouvoir embellir grand-chose. Chez Groupama, quel que soit votre projet, profitez du prêt personnel des Irio à un super taux et adaptez votre mensualité à votre situation en choisissant la bonne durée. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Prêt personnel après accord d'Orange Bank et délai de rétractation. Votre assureur est intermédiaire exclusif en opération de banque d'Orange Bank RCS Bobigny. Plus d'infos sur groupama.fr. Pour un été confortable, manomano.fr vous propose des chaises droites, des un peu penchées, des carrément horizontales et même des grands trucs en tissu à accrocher entre deux arbres qui n'ont pas l'air stables, mais on est quand même bien dedans après. Mano Mano. C'est tout de suite plus facile avec manomano.fr. Bricolage, maison, jardin, manomano.fr, vous pouvez le faire. Peugeot présente Reconnexion. Parce qu'il est temps de renouer avec des sensations de conduite exaltantes, les équipes Peugeot sont heureuses de vous retrouver pour vous faire profiter d'offres exclusives sur une sélection de véhicules disponibles immédiatement. Comme l'incontournable SUV Peugeot 3008 style suréquipé avec navigation 3D connectée dès 299 € par mois sans apport. Rendez-vous en toute sécurité en point de vente et sur Peugeot.fr. LLD 49 mois, 40 000 km pour un 3008 style jusqu'au 31 mai, si acceptation crédit par, détail sur Peugeot.fr. 10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Cécile Cornudet, Damien Fleureau, Michael Darmon. Et c'est Ségolène Royal que l'on retrouve pour parler justement transition écologique. Cette semaine, le président de la République a présenté un plan pour relancer le secteur de l'automobile. On écoute, on regarde. Faire de la France la première nation productrice de véhicules propres en Europe et de consolider en parallèle notre empreinte industrielle.
Cette fois, ça y est, Ségolène Royal, Emmanuel Macron s'est converti à l'écologie ? En tout cas, aux véhicules électriques. Ça fait 10 ans quand même qu'on en parle, et même plus. Donc c'est bien, il faut que ça se fasse maintenant. Parce que c'est vrai que ce dont Renault pourrait être le fleuron, c'est non seulement le véhicule électrique, puisqu'il a la Zoé, il a le petit véhicule Twizy, qui est un petit véhicule urbain qui pourrait vraiment être extraordinaire pour limiter les embouteillages en ville. Il pourrait fabriquer les batteries électriques, tant aucune n'est fabriquée en France. Et de façon connexe, comme je le disais tout à l'heure, il y a toute l'énergie solaire, parce que maintenant, on peut recharger un véhicule électrique à partir de l'énergie solaire. Donc si on a vraiment cette conviction que de la crise doit sortir le meilleur, on a la possibilité de faire ce saut technologique et écologique. Ça fait 10 ans que je plaide pour ça. Est-ce que ce plan est à la hauteur de l'enjeu dont vous parlez justement, tel qu'il a été annoncé ? Avec le plan batterie qui est au cœur de cette... Je trouve que ça manque de puissance. Vous voyez, ça manque d'entraînement. Ça manque de galvanisation. On parlait de Kennedy tout à l'heure, là, qui a dit aux Américains à un moment, on va aller dans la Lune, tenez. Vous voyez ? Il fallait concentrer les aides juste sur l'électrique et l'hybride. Mais c'est globalement, vous voyez, c'est globalement si la France veut réussir. Il y a beaucoup de milliards qui sont mis sur la table. Mais c'est pas une question de milliards. Il faut arrêter avec ces milliards. D'abord, qui sont toujours virtuels. Vous savez, j'en ai entendu des milliards, moi, brasser, voler au-dessus de nos têtes. On n'en voit jamais la couleur. Le problème, c'est pas les milliards. Le problème, c'est où on les met et comment on fait effet levier par rapport à cet investissement. C'est-à-dire, quelle est la vision ? Si on n'a pas une vision, un objectif et une stratégie pour atteindre cette vision, eh bien, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de plan volontaire. Mais le problème de fond, idéologique de fond, c'est qu'on redécouvre que l'État stratège et que l'État-providence ont un rôle crucial à jouer. Or, aujourd'hui, à la tête de l'État, l'État est entre les mains de personnes parfaitement respectables, c'est leur idéologie, qui pensent que l'État n'a pas de rôle à jouer. Puisque toute la théorie libérale, c'est de dire c'est le marché, c'est la finance mondialisée. Qui porte l'idéologie libérale pour vous ? Emmanuel Macron et Édouard Philippe ne s'en cachent pas d'ailleurs. L'État doit avoir une portion congrue. Le système de santé, on serre la vis. L'austérité sur les services publics, il faut que les services publics diminuent parce que ce qui est privé est bien géré et ce qui est public est mal géré. Et vous rajoutez là-dessus la théorie du ruissellement et la théorie du premier de cordée. Donc, il y avait un corpus idéologique respectable en tant que tel, bien identifié politiquement, qui était l'idéologie libérale. Mais ce qui est extraordinaire dans cette crise, c'est l'effondrement de cette idéologie libérale pour gérer les crises, non seulement les crises, mais pour gérer les transitions et les mutations. On a besoin d'un État puissant, pas d'un État technocratique, mais d'un État visionnaire, stratégique, qui met les moyens publics là où il faut et surtout qui fait effet levier. Et qui fait avec les hommes et les femmes, qui ne fait pas tout seul dans son coin. C'est aussi l'écroulement d'une conception assez isolée du pouvoir et d'une conception arrogante du pouvoir. Pas au sens péjoratif, je vais essayer de ne pas utiliser de mots péjoratifs, mais de bien identifier. C'est déjà pas mal. Non, mais de bien... C'est arrogant, c'est déjà pas forcément un compliment. Oui, mais c'était assumé. Ah oui. C'était assumé. C'était de dire, je sais, nous savons à quelques-uns ce qu'il faut faire et nous allons emmener les Français, même de façon violente, avec les chocs, les gilets jaunes, il y a quand même beaucoup de cris. Les retraites, non, il faut ratiboiser les retraites. On a eu quand même beaucoup de chocs en 3 ans, beaucoup de réformes imposées d'en haut par un groupe d'hommes qui pensaient qu'ils savaient exactement ce qui était bon pour la France. Eh bien, c'est ça qui s'écroule. Oui. Et tant mieux. Et j'espère qu'ils vont en tirer les leçons et changer à la fois de mode de gouvernance et de contenu de la politique. Justement, sur l'aérien, la France a été le seul pays finalement à conditionner les aides à Air France à une dimension écologique en supprimant certaines lignes intérieures. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ça va assez loin ? Est-ce que vous auriez fait autrement ? C'est un début. C'est un début minimaliste, disons. On est le seul à avoir fait ça. C'est la moindre des choses lorsqu'il y a des lignes aériennes. Il faut supprimer les lignes intérieures, vous pensez ? Dans la mesure, j'ai vu que certains aéroports protestaient, mais c'est vrai, il faut aussi que les trains fonctionnent bien, soient à l'heure, soient performants, soient efficaces, etc. Ça, c'est aussi très important. Mais
Il y a une transition aussi à imaginer pour cette filière aéronautique, qui était une filière quand même florissante. Vous étiez aussi en responsabilité sur tous ces sujets au ministère de l'écologie. Vous n'avez pas eu le temps d'imaginer, vous n'avez pas posé, on a fait les carburants, on a fait les biocarburants pour l'aviation, mais là on a une crise violente. Qu'est-ce que c'est cette crise violente? C'est que là, il va y avoir moins de déplacements internationaux. Et ça va être durable. Pourquoi? Parce que les gens ont appris en plus à travailler à distance. Et ceux qui se déplaçaient, qui prenaient l'avion pour aller aux réunions, avec la fatigue, avec le coût que ça représente, etc., beaucoup d'entreprises vont continuer à travailler à distance. C'est un avantage. Ça fait beaucoup moins de pollution à l'échelle de la planète. Donc pour vous, il faut généraliser le télétravail? Mais c'est une crise très importante. Donc la question pour l'aéronautique, c'est quelle transition? Quels sont les métiers et quels sont les besoins? S'il y a moins besoin d'avions et d'aéronautique, quels sont les besoins du futur? Et pourquoi pas les besoins du futur, là aussi, dans les énergies renouvelables? Je vais vous donner un exemple. Les turbines sous-marines qui fabriquent de l'énergie marine, sous-marine, sont fabriquées par des entreprises liées au transport ou à l'énergie. Les turbines à avion peuvent parfaitement, peut-être, se transformer vers des turbines pour produire des énergies marines, par exemple. Donc, il faut vraiment et c'est très difficile pour une entreprise isolée au sens qui est dans la gestion de sa crise, c'est vrai pour l'automobile, c'est vrai pour l'aéronautique, d'imaginer toute seule le futur. C'est très compliqué parce qu'il y a un écroulement psychologique, une douleur dans la disparition d'un certain nombre de marchés, et c'est très dur de ressurgir et de se dire... Vous voyez, il faut vraiment être des capitaines d'industrie pour à un moment dire... Et donc, c'est la société tout entière qui doit épauler les capitaines d'industrie. C'est important. Ce qu'on écoute ce matin, c'est qu'au fond, vous dites il faut un plan de relance de la manière de gérer finalement le pays, d'avoir une vision. Vous avez fait la référence encore au lancement de la fusée, c'est-à-dire il faut avoir une nouvelle aventure à proposer, et vous sentez qu'elle n'est pas là, elle n'a pas assez de puissance. On voit les nouvelles également priorités politiques qui sont mises en avant. Elle pourrait être là, d'ailleurs, avec Désir d'Avenir, le groupe sur lequel nous travaillons, nous avons fait des propositions. Elle pourrait être là, cette nouvelle frontière. Mais c'est la transition énergétique et écologique. Elle est à portée de main. La France a toutes les potentiels. Vous savez que c'est en France qu'ont été inventées les éoliennes. Vous savez que c'est en France qu'ont été inventés les moteurs de la voiture électrique. Vous aviez promis plus de 100 000 recharges, par exemple, pour les voitures électriques. Mais on l'a fait. Ça a été arrêté par le nouveau gouvernement. Et alors, comment est-ce qu'on peut croire justement il faut remettre à la parole du politique quand on sait que les équipes changent, mais que les projets ne sont pas suivis? Mais vous avez raison. Il faut de la continuité. Oui, le crédit d'impôt de transition énergétique avait créé des dizaines de milliers d'emplois dans les métiers du bâtiment pour isoler les fenêtres, les toitures, etc., que j'avais simplifié, que j'avais augmenté, qui a permis de développer beaucoup de PME dans le domaine du bâtiment. On les a même contraints à faire des formations professionnelles. Ça va être relancé manifestement. Attendez, du jour au lendemain, ça a été supprimé. Le nouveau gouvernement arrive et supprime ça. Il faut de la continuité pour les entreprises, de la sécurité. Le crédit, les territoires à énergie positive. Moi, j'avais fait confiance à l'intelligence des territoires, sans de multiples contrôles, avec 6 objectifs. Ils s'en ont saisi, toutes tendances politiques confondues d'ailleurs. Plusieurs milliers de communes, au moins 500 territoires énergie positive rassemblant des communes qui ont fait des choses extraordinaires. Redonnons aux communes des moyens financiers pour faire les transitions énergétiques locales. Et sur le plan qu'on a proposé, juste pour terminer, je pense que l'État doit lancer des grands chantiers étatiques. Je pense que la commande publique, mais ça n'est pas dans l'idéologie ni de l'actuel président de la République, ni de l'actuel Premier. Peut-être qu'ils vont s'y mettre, mais il faut lancer des grandes commandes publiques sur la rénovation thermique des bâtiments, 700 000 passoires énergétiques, ce qui permettrait en plus de former des jeunes, tous ces jeunes qui n'ont rien à faire dans les quartiers. On leur donne en même temps une formation professionnelle sur les chantiers. Ils participent aux chantiers de rénovation thermique dans leur quartier. Il y en a 7, vous pouvez en prendre connaissance. Il y a 7 domaines de commandes publiques qui peuvent créer des activités et des emplois. Pour comprendre, à la rentrée, il y aura une équation budgétaire extrêmement sensible. Comment fait-on un budget dans la situation économique dans laquelle nous sommes? On entend là des propositions notamment de Richard Ferrand qui dit qu'il faudra une contribution pour les hauts revenus. Quelles orientations budgétaires peut-on avoir lorsque, au fond, on est contraint par cette situation économique? Mais il y a le plan européen. L'argent est là. On ne va pas continuer à pleurnicher sur le déficit public. L'argent est là.
Il y a eu 1500 milliards, puis 750 milliards qui ont été annoncés, essentiellement Vous la saluez d'ailleurs, cette initiative Macron-Merkel. Oui, sauf qu'ils auraient peut-être dû consulter, au moins téléphoner aux autres pour que le lendemain, on n'ait pas des chefs d'État qui se désolidarisent du plan parce qu'ils n'avaient même pas été consultés. Donc faisons bien attention à jouer collectif aussi. Là aussi, c'est de l'arrogance. Non, mais je ne vais pas revenir là-dessus, ne me faites pas dire des choses. Mais je pense qu'il faut du collectif, il faut jouer collectif. Non, parce qu'on est quand même très critique sur la manière dont tout cela se gère en ce moment. Non, parce que vous avez envie que je sois critique pour faire des reprises critiques de l'émission. C'est vous qui avez commencé à dire. Je dis les choses clairement quand il faut qu'elles soient dites. Tant mieux. Et que tout le monde peut constater. Et souvent, c'est que je les ai entendues également. Ça ne sert à rien d'être édulcoré. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On est quand même dans une situation gravissime. Donc, j'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice en faisant des propositions essentiellement. Donc, à contrario, quand les choses ne sont pas faites par rapport à ce qui pourrait être fait, forcément, il y a un hiatus, il y a une différence. Pour qu'on comprenne bien, il y a tout un débat qui commence sur comment faire contribuer de nouvelles manières, ISF, pas ISF, aux revenus, aller chercher les dividendes du capital. Quelle serait pour vous la solution ? Uniquement par rapport à l'Europe qui peut combler le déficit, ou il faut quand même que les Français soient mis à contribution de manière nouvelle, comme on l'entend ? Je pense qu'il faut arrêter de parler de déficit déjà. Ça suffit. On a parlé du déficit sur l'hôpital. Regardez jusqu'à laisser l'hôpital vraiment au bord du gouffre. Mais non, absolument pas. Mais il faut changer de logiciel, puisque l'Europe met sur la table un emprunt collectif. C'est quand même formidable, ça, cette initiative qui a été faite. Notamment, Angela Merkel a bougé. Elle était archi contre. Elle est venue sur ses positions pour faire. Elle a même parlé d'intégration. Elle a même eu l'élégance de citer Jacques Delors dans son discours Bundestag. Donc, appuyons-nous sur cette dynamique. En plus, elle est forte politiquement dans son pays parce qu'elle a parfaitement réussi la gestion de la crise. Donc, appuyons-nous sur elle pour continuer à avancer. Et puisque nous avons 750 milliards sur la table d'emprunts, financé par la Banque Centrale Européenne qui met de la monnaie, qui injecte de la monnaie dans l'économie, utilisons cet argent intelligemment pour lancer les chantiers que j'évoquais tout à l'heure. On continue à en parler, on se retrouve dans quelques instants. Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. L'air intérieur des habitations est 5 à 7 fois plus pollué que l'air extérieur. Explications et conseils pour un air intérieur plus sain tout à l'heure avec les purificateurs d'air Dyson. La paire. Écoute, il faut que je te dise, on s'est beaucoup vu pendant 2 mois et franchement, je suis pas dans ma zone de confort. Toi, tu laisses tout passer, le bruit, les courants d'air, moi je peux pas. J'ai besoin de double vitrage dans ma vie. Et jusqu'au 8 juin chez La Paire, il y a 150 € offerts tous les 1000 € d'achat sur la menuiserie et même sur la pose. Alors si t'es prête à faire des efforts pour changer, on y va. La Paire, le savoir bien faire. Cuisine, salle de bain, menuiserie. Conditions sur lapaire.fr. Bouygues Télécom. Faites de vos retrouvailles avec vos proches un moment inoubliable et prenez des photos à la hauteur de l'événement. En ce moment, chez Bouygues Télécom, iPhone 11 et son double appareil photo avec ultra grand angle est à seulement 1 €, plus 8 € par mois pendant 24 mois, grâce au forfait Sensation avec avantage smartphone 70 Go. L'occasion rêvée de capturer vos émotions en grand. Profitez de cette offre dans les boutiques Bouygues Télécom. Elles sont à nouveau ouvertes et vos conseillers seront heureux de vous y accueillir en toute sécurité. Offre soumise à condition après remboursement et reprise d'un mobile de 118,90 €, engagement 24 mois. Intermarché vous propose d'écouter le prix du week-end. Et oui, aujourd'hui, les noix de Saint-Jacques sont à seulement 23,50 € le kilo dans votre magasin. La noix de Saint-Jacques en carpaccio. Ou non, en poêlée. Ou sautée. Ah, mais il y a gratiné sinon. Et c'est jusqu'à dimanche dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Pecten Maximus, pêché en Atlantique Nord-Est, dans les magasins équipés d'un rayon marée traditionnel, modalité sur intermarché.com. Showroom privé présente. Voici les French Days, voici les jours français, des offres vraiment balèzes, à prix Showroom privé. Du 27 mai au 1er juin, c'est les French Days sur Showroom privé. Liberté, égalité, solidarité. Retrouvez les produits de nos meilleures startups françaises, payables en 3 ou 4 fois avec notre partenaire au nez. Showroomprivé.com. Financement sans frais par carte bancaire de 40 à 4 000 €, disponible du 30 mai au 1er juin inclus. Apport obligatoire, délai légal de rétractation sous réserve d'acceptation par Onet Bank. RCS 546 380 197, conditions sur showroomprivé.com/Onet.
Avec Renault Pro Plus, parlons des professionnels. Marc, par exemple, est traiteur. Il livre partout, même en plein centre-ville et même pendant les pics de pollution. Oui, mais je roule en électrique. J'y arrive. C'est depuis qu'il est passé à l'électrique que Marc peut circuler et livrer partout, sans aucune restriction. Et tout roule? Avec Renault Pro Plus, changez d'énergie sans rien changer à votre business. Depuis juillet 2019, les véhicules électriques munis d'une vignette critère de classe 0 font partie des seuls automobiles pouvant circuler dans les zones à faibles émissions. Plus d'informations sur Renault.fr. Leclerc. Pour défendre le budget des Français, Leclerc a toujours répondu présent. Aujourd'hui, Leclerc renforce votre budget avec des offres sur de nombreux produits. Du 26 mai au 6 juin chez Leclerc, le lot de 2 déodorants atomiseurs Wild Axe de 150 ml chacun, avec 70% de tickets Leclerc, est à 4,94 €, soit 16,47 € le litre. Ça, c'est du budget renforcé. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi extrêmement inflammables. Voir modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. 10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Cécile Cornudet, Damien Fleureau, Michael Darmon. Et Ségolène Royal qui a décidé de dire les choses comme elles sont. Donc on va effectivement continuer. Gérard Collomb a confirmé donc ce jeudi son ralliement à la droite et a annoncé son retrait de la candidature à la présidence de la métropole lyonnaise. C'est un maire sortant que vous connaissez, qui vous a soutenu à une époque et qui dit au fond, Emmanuel Macron m'a appris la rupture. On écoute, on regarde. Nous pensons qu'aujourd'hui, nous devons nous réunir parce que nous vivons des temps extraordinaires. On ne sait pas si c'est de l'ironie ou de la réalité. Ça vous surprend? Mais Gérard Collomb, que j'apprécie, est un maire qui a fait beaucoup pour Lyon. C'est un homme politique de premier plan. Il a été très attaqué suite à ça. Vous avez vu, très durement, par des membres du gouvernement. Mais c'était quand même étonnant de voir des membres du gouvernement attaquer Gérard Collomb, parce qu'il y a quand même une certaine logique de rassemblement entre La République En Marche et LR. D'ailleurs, vous avez remarqué, dans La République En Marche, il y a LR aussi. Parce que ça se fait dans d'autres villes, donc c'est quand même à géométrie variable. Toulouse, Nice, ils sont bien ensemble. Le Havre. Il y a même 3 anciens LR qui sont sur la liste du Premier ministre, alors qui ont été exclus par LR. Mais donc, les alliances et les convergences, elles existent ailleurs. On lui a retiré son investiture, d'ailleurs, de la part de La République En Marche. Le mouvement présidentiel a réagi très durement. Très durement, mais donc c'est à géométrie variable. Pourquoi alors Nice, Toulouse, Le Havre, c'est pas la même chose. Donc vous voyez, en revanche, ce que j'observe, c'est qu'en face, à gauche, il y a des dynamiques de rassemblement, des dynamiques d'union, qui permettent d'ailleurs l'arrivée aux responsabilités de toute une nouvelle génération, sans ces zizanies. Je vois Luc Arvounas élu au premier tour à Alfortville, Montpellier, Michael Delafosse, qui a fait l'union entre les écologistes et les socialistes, Toulouse, Nadia Pelfig et la candidate verte, Nancy, Mathieu Klein, Rennes, Nathalie Appéré. Les alliances se font. On appelle ça un front anti-écologie, parce que c'est pour faire barrage aux écologistes à Lyon que Gérard Collomb se mette en retrait. Ça vous choque, ce front anti-écolo ? Je ne crois pas que ce soit un front anti-écolo. Parce que c'est pas parce qu'on a l'étiquette anti-écologiste qu'on est forcément un bon candidat ou un bon élu. Il n'y a pas de monopole de l'écologie pour ceux qui ont pris l'étiquette de l'écologie ou des Verts. Mais la ville pourrait basculer. Une bonne étiquette porteuse. La ville de Lyon pourrait basculer. Mais on peut être écologiste sans avoir l'étiquette politique écologiste. Donc si Gérard Collomb, en responsabilité par rapport à ce qu'il connaît de la ville de Lyon, pense, je ne les connais pas moi, les candidats qui ont l'étiquette vert ne correspondent pas à l'intérêt de la ville, il fait les alliances qu'il pense utiles à l'intérêt de la ville et de l'agglomération. Cécile Cornudet. Alors, on vous a entendu aujourd'hui dans votre volonté d'être constructive et de faire de la politique. Est-ce que vous diriez que la démarche d'union nationale, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut la qualifier, d'Emmanuel Macron est sincère? Est-ce que vous avez l'impression que c'est ça qu'il essaye de mettre en œuvre ou pas? Il a fait quelques progrès, disons, mais il y a de gros manquements. Les quelques progrès, c'est enfin reconnaître que les élus locaux pouvaient servir à quelque chose. Après les avoir méprisés pendant 3 ans, ignorés pendant 3 ans, tout d'un coup, ils ont vu que les élus locaux étaient capables de distribuer des masques là où lui et son gouvernement n'étaient pas capables de le faire. Donc, là aussi, ils ont un peu rabaissé leurs prétentions, un peu de modestie, et ils ont vu... Et faire venir des personnalités de la gauche, faire un virage social, vous voyez faire ça, et ça pourrait vous intéresser ?
Non, parce que ça ne se pose pas en ces termes-là. Ce n'est pas un remaniement gouvernemental qui va gérer une crise de cette importance. En revanche, écouter les oppositions, ça c'est important. Quand par exemple le groupe des élus socialistes et républicains au Sénat, que préside Patrick Kanner, veut utiliser le temps disponible qui est donné à l'opposition pour déposer des propositions de loi et qu'on lui refuse sous un fallacieux prétexte de délai de dépôt, alors que dans le contexte actuel de difficulté du confinement, il y a quand même des contraintes de fonctionnement qui sont là, mais c'est très grave pour l'esprit d'union nationale. C'est une attitude de la part des gouvernants. C'est écouter toutes les propositions qui sont faites, d'où qu'elles viennent. Quand Pierre Moscovici est nommé à la Cour des comptes, par exemple, ça va dans ce sens-là. Ça, c'est une nomination comme une autre qui relève du président de la République. Mais la mobilisation socialiste. Non, mais c'est pas une question de personne, la mobilisation nationale. C'est une question d'intégration de toutes celles et ceux qui pensent que l'on peut agir dans certaines directions et que ça peut être utile au pays. Quand par exemple nous avons été un certain nombre dès le début du mois de mars à poser la question des masques, on nous a dit circuler, il n'y a rien à voir, alors qu'ils auraient pu se dire tiens, ils disent ça, il y a peut-être quelque chose de vrai, voyons voir. Quand Patrick Kanner au Sénat, avec tout son groupe, fait une proposition pour créer un fonds d'indemnisation des victimes du Covid et pour améliorer la justice fiscale, on regarde. Peut-être que c'est intéressant, ça va peut-être être utile au pays. Vous voyez, c'est ça. L'esprit d'union nationale, c'est de se dire à un moment, on va rassembler les intelligences collectives d'où qu'elles viennent. Chacun reste dans son rôle. Il y a une majorité, il y a une opposition. Il y aura des combats électoraux et heureusement, parce que sans combats électoraux, il n'y a plus de démocratie. Mais lorsqu'on est à la tâche, on travaille ensemble. C'est ce qu'on fait d'ailleurs dans les collectivités locales. Vous savez, quand j'étais présidente de région, 98% des décisions ont été votées, y compris par mon opposition, parce que on les préparait ensemble. Il y a les intelligences collectives et puis il y a les incarnations qui portent ces intelligences collectives. Donc la question au fond que tout le monde se pose quand on vous écoute et on voit vos analyses, est-ce que vous seriez prête à faire partie d'une équipe gouvernementale qui irait dans ce sens ? Mais ça n'aurait pas de sens. C'est pas un remaniement gouvernemental, un rafistolage gouvernemental dont on a besoin. C'est d'une action d'envergure pour assurer la reconquête de ce que la France a perdu. Et cette reconquête, elle est possible parce que nous avons beaucoup d'atouts. Ma contribution, je viens de vous la donner. Le travail que nous avons fait en collectif au sein de Désir de France, Avenir de la planète, nous proposons le lancement de grands chantiers, de grandes commandes publiques sur 7 thèmes majeurs de la transition écologique. Voilà. Et si le gouvernement fait ça, je serai la première à applaudir. Je peux même lui dire comment on peut s'y prendre pour lancer des grandes... Quand vous dites ce n'est pas d'un remaniement gouvernemental dont la France a besoin et que vous nous exposez votre programme, vous visez plus haut, vous visez la marche d'après l'Élysée en 2022. Vous nous le dites ce matin. Mais ça, c'est un peu trop tôt, si vous voulez, parce que 2022, c'est... Il y a des déclarations d'intention déjà de part et d'autre. À gauche aussi, ça s'active beaucoup. Oui, ça s'active et c'est bien. Pourquoi vous dites c'est la grande échéance. C'est la grande échéance, l'échéance présidentielle. Nous sommes 2 ans en élection présidentielle. C'est effectivement la grande échéance. Vous la connaissez très bien. Vous dites c'est un peu trop tôt pour en parler de votre point de vue. Vous vous y préparez pour en parler un autre jour ? Voilà. Je vous en parlerai quand le moment sera venu. Voilà. Et c'est exactement ça. Mais donc là, je pense que la France est en crise. Vous êtes en train de vous préparer à une candidature à l'élection présidentielle ? Je vous le dirai le moment venu. Mais vous savez, la condition pour qu'il y ait une alternance à gauche et qui corresponde aux valeurs que l'on voit émerger et auxquelles les Français se raccrochent, parfois désespérément, ces notions du rôle intelligent de l'État en articulation avec les collectivités territoriales, d'un travail en réseau plutôt qu'un exercice solitaire du pouvoir, d'une justice sociale et fiscale, de grands services publics qui fonctionnent bien, d'une dynamique des entreprises poussée en avant pour soutenir les transitions industrielles. Pour bien comprendre, cette solitude que vous dénoncez, est-ce que vous ne la subissez pas également ? Au fond, on voit bien toutes les effervescences qui se passent en ce moment à gauche et vous n'êtes pas, pour l'instant, partie prenante ou intégrée dans tous les forums, les plateformes, les initiatives qui sont en train de se mettre. Est-ce que vous vous considérez comme isolé ou est-ce que vous voulez rejoindre un jour tous ces mouvements-là ? Non, mais nous avons notre mouvement, puisque nous l'avons créé, qui s'appelle Désir de France, Avenir de la planète. Nous avons plusieurs milliers d'adhérents en ce moment, mais nous travaillons. Nous ne faisons pas de la communication, nous travaillons. Et la première chose que nous avons produite, c'est ce plan de relance de grandes commandes publiques qui peut relancer l'activité économique en accélérant la transition écologique et énergétique. Mais le processus de présidentielle, on verra comment il s'organise, puisqu'aujourd'hui, la crise est profonde. Et moi, je pense profondément que
si les gens m'écoutaient parler de la présidentielle, je me dire, mais attendez, nous, on souffre. Vous savez, par rapport aux problèmes qu'on a déjà évoqués, la question de la fracture éducative, on a évoqué. Il y en a une autre, c'est la montée de la grande précarité, et notamment des femmes. Il va y avoir une grande précarité là qui va surgir parce que justement beaucoup d'emplois ont disparu, beaucoup d'emplois à temps partiel, beaucoup d'emplois précaires ont disparu et cette grande précarité, il va falloir la traiter, la prendre en charge et redonner du pouvoir d'achat aux catégories populaires parce que les demandes de soutien alimentaire ont augmenté de 30%. Merci. Et je sais que certains maires, par exemple, envisagent cet été, pour les enfants qui ne partiront pas en vacances, de maintenir les cantines scolaires. Merci, c'était le grand rendez-vous de Ségolène Royal qui prépare donc un travail sur l'élection présidentielle. On l'invitera certainement pour en reparler. À dimanche. Merci Mickaël Darmon et comme d'habitude après le grand rendez-vous européen CNews Les Échos, on part se balader dans les rues parisiennes avec Frédéric Tadei. Bonjour Frédéric, alors qui est avec vous aujourd'hui ? Après Éric Dupond-Moretti, le droit et la justice à l'épreuve